Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour la suite de cette série de tutoriels sur le logiciel Pico 8. Je rappelle que dans cette série, on va voir comment faire un premier jeu, comment coder un premier jeu de style un petit peu Space Invaders, alors pas forcément exactement le même gameplay, mais on va essayer de s'en rapprocher quand même un petit peu. Le tout avec la Fantasy Console Pico 8, et le tout sur une version gratuite et accessible directement depuis un navigateur, donc sur globalement toutes les plateformes qui ont un navigateur un peu récent sur Internet. Vous allez donc pouvoir découvrir tout ça. La série était en pause, alors pas une pause de qu'est-ce que je fais après, mais plutôt une pause technique. Voilà, j'en ai parlé dans les posts de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps dessus, je publie quelques trucs des fois, notamment des sondages, et l'explication de pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à revenir. Bref, on est parti, aujourd'hui on va faire tirer enfin nos ennemis, on veut des conditions de défaite, non dit you. Donc pour faire ça, on veut que nos ennemis soit se déplacent vers nous, mais là du coup on sera plus trop sur un gros Space Invaders, mais on veut au moins que les ennemis nous tirent dessus quand même un petit peu. Donc on va passer là-dessus. Première chose, et ça c'est un peu hors sujet, je vais vous faire voir. Dans les dernières vidéos, on avait vu comment rajouter un menu, vous vous souvenez, avec le Game State, on passe de 0 à 1, on affiche différents écrans. Eh bien, tout de suite, le Game State, on va le passer à 1, et non pas 0. Pourquoi? Comme ça va nous éviter, quand on va faire nos tests, de passer par le menu. Voilà, là je lance avec CTRL R, je suis directement en jeu, je repasse pas par le menu par défaut. Quand votre jeu sera fini, ou vous voudrez le tester en conditions plus réelles, vous repassez à 0, vous relancez, vous revenez sur votre menu avec la touche pour pouvoir relancer le jeu. Donc voilà, ça c'est petite astuce, c'est gratos, on en profite. Ça nous évite de repasser par le menu à chaque fois. Et c'est vraiment cool du coup le Game State, puisque si vous l'utilisez par exemple pour gérer vos différents niveaux, etc., vous avez juste, quand vous voulez tester toujours le même niveau, plutôt que de devoir passer par le menu, puis finir tous les niveaux d'avant pour tester votre niveau, vous avez juste à le noter ici, dans l'initialisation. Si vous utilisez pour les niveaux, par exemple, une variable levels, c'est pareil, en fait, vous la changez directement. Voilà, je pense que pour les niveaux, ça aurait été... tout le monde y aurait pensé. J'avoue que pour passer le menu, il y a peut-être des gens qui n'y auraient pas pensé. Toujours est-il que, voilà, on passe le game state à 1, et c'est définitivement trop long pour une parenthèse hors sujet. On revient tout de suite au sujet. Donc, dans les précédentes vidéos, on avait vu pour faire tirer notre joueur, on avait mis du coup toute la gestion du tir du joueur dans notre onglet, dans notre page joueur. J'avais hésité, si vous vous souvenez, à le mettre directement dans tir, et j'aurais dû le mettre finalement dans tir, puisqu'on veut que les tirs ne soient plus gérés que par le joueur, mais aussi par les ennemis. Pour que les ennemis puissent tirer, on a plusieurs options. La plus simple, on va dire, ça serait de refaire exactement la même chose qu'ici, sauf avec le bouton, bien sûr. Mais refaire la même chose qu'on a fait avec le joueur, copier-coller ça dans les ennemis, modifier les noms pour pas que ça se court-circuite, et puis voilà. Mais le problème, c'est qu'on aurait 2 fois la même chose, ce qui sert pas beaucoup, et ce qui peut être un petit peu, alors pas dangereux, mais ce qui peut être gênant pour le développement de votre jeu. Puisque si un jour vous voulez modifier des choses, par exemple dans la fonction tirer, dans la fonction tirer joueur et dans la fonction tirer ennemi, si c'est 2 fois la même modification, il faudra la faire donc 2 fois. Alors qu'en utilisant qu'une seule fois les fonctions update shoot et fonction tirer, vous n'avez qu'une modif à faire. Vous allez me dire la différence entre 1 fois et 2 fois, ça va. Sauf que si vous répétez cette opération sur tous les types d'ennemis, sur d'autres, je sais pas si vous faites un jeu multijoueur, donc vous ajoutez un deuxième joueur, que vous refaites la même mécanique, en fait ça va vite être le bordel, et il va falloir penser à modifier à chaque fois, partout, donc ça va être très chiant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt utiliser qu'une seule fonction update shoot, une seule fonction tirer, mais au lieu de la mettre dans le joueur, on va la mettre dans les tirs. Ce sera plus logique que tout soit centralisé. Donc je sélectionne function update shoot, voilà, on n'oublie rien, bien entendu, on prend les end. Un petit CTRL X, je vais dans mon onglet tir. Si vous ne savez pas de quoi je parle avec les onglets, si vous avez loupé des vidéos, revenez
voir la playlist dans l'ordre, et on va tout à la fin, après le draw, et on va faire un CTRL-V pour coller, tout simplement. Alors, je vais mettre un petit commentaire, parce qu'on commence à avoir un truc... action de tir. On commence à avoir pas mal de choses dans tir, et ça va s'agrandir, bien entendu. Donc, je rajoute un petit commentaire, action de tir, c'est tout ce qui va être en dessous, en fait. On peut même se rajouter, si on veut, pour l'instant, on a de la place. On peut se rajouter une petite barre pour vraiment séparer. Ça, vous faites comme vous voulez, c'est pas obligatoire, c'est à vous de voir, à vous d'organiser votre code pour que ça soit le plus lisible, principalement pour vous, sur Pico8. Donc, on a fait ça, si on reteste, hein, bien sûr, ça ne change rien du tout, puisque tout le code, tous les onglets sont lits. Oh là là, il y avait temps que j'aille me coucher. Sont lus, bien sûr, donc il n'y a pas de problème d'include, d'importation, etc. Nous, ça ne change rien. Dans Pico8, on a cet avantage-là. Donc, maintenant, ok, on n'a rien changé, on a juste bougé du code. Maintenant, on veut que nos ennemis tirent. Alors, comment on va faire? Eh bien, le gros avantage, c'est qu'en fait, on va faire très peu de choses sur les ennemis. Vous allez voir. On va simplement rajouter une petite variable, et tout va se passer dans les tirs. Donc, on va aller dans notre onglet ennemis, et c'est là où il faut que je reprenne mes petites notes quand même. Dans les ennemis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une cadence de tir pour les ennemis. Les ennemis, ils vont pas tirer avec un bouton, c'est eux qui vont tirer eux-mêmes. Donc la condition, lorsqu'on appuie sur le bouton, le joueur tire, bah là du coup on va l'enlever, puisque c'est pas un bouton qui va faire tirer, c'est vraiment la cadence de tir. Vous avez vu comme c'est bien étudié, on a vu la cadence de tir avant de voir le tir des ennemis. Ces vidéos ne sont pas réalisées par un professionnel, je vous le rappelle. Donc on va se rajouter une petite variable qu'on va appeler CD ennemi. Alors, je vais reprendre les mêmes noms parce que ça a été galère suite à mes problèmes techniques. Donc CD ennemi pour la cadence ennemi. Jamais à 1 tir par seconde. Voilà, vous réglerez ça plus tard, bien entendu. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir qu'on, lorsqu'on crée un ennemi, il faut qu'on lui rajoute un timer, exactement comme le joueur. Hop, je reviens sur le joueur. On a la cadence de tir et le temps. Donc maintenant, tout ça, ça va être géré dans notre onglet tir, avec le temps plus 1, etc. Ça, c'est pour le joueur. Pour que le joueur, toutes les 30 divisé par cadence du joueur, il tire quand on appuie sur le bouton. Il faut qu'on fasse ça, pareil, avec les ennemis. Les ennemis, eh bien, on en a plusieurs, parce qu'on avait vu précédemment comment créer beaucoup d'ennemis, en plusieurs lignes par exemple, et avoir un système qui scale automatiquement, c'est-à-dire qu'on ait 2 ennemis ou 27, finalement, ça change pas grand-chose au code, c'est juste 2 variables à changer, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que chaque ennemi puisse tirer à des cadences indépendantes. Donc pas à des cadences indépendantes, mais que chaque ennemi gère lui-même son tir. Pour l'instant, les cadences indépendantes, on n'en parlera pas, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais là, l'idée, c'est que vraiment, c'est pas tous les ennemis qui tirent en même temps, enfin, au final, ça va être tous les ennemis qui vont tirer en même temps, mais c'est chaque ennemi qui tire. C'est compréhensible? Je ne sais pas trop. Au lieu que ça soit, voilà, un tir sur 16 ennemis en même temps, c'est les 16 ennemis qui font un tir. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000... Non, on peut tromper... Bref. Donc l'idée, c'est qu'en fait, chaque ennemi va gérer son tir lui-même. Pour faire ça, la seule chose qu'on a à faire, c'est retourner dans Création des ennemis, dans la boucle de création, et dans le Add, où c'est là où on crée vraiment notre ennemi, on le rajoute dans son tableau, et bien on va tout à la fin de notre ligne, après SP égale ESP, la largeur, la hauteur, juste avant le petit crochet et la petite parenthèse, on va se remettre une petite virgule qu'on va appeler T et qu'on va mettre à 0. Le T égale 0. Je vous fais voir dans le joueur à quoi ça correspond, parce que ça va être le même principe. T égale 0. Dans le joueur, c'est ici, mon temps égale 0. C'est la variable sur laquelle on va rajouter 1 à chaque frame. Pourquoi j'ai mis T plutôt que temps? Tout simplement parce qu'on commence à essayer de rétrécir un petit peu les noms, mais c'est pour ça que je vous réexplique que le T ici, c'est le temps de chaque ennemi.
tout comme là, c'est la hauteur de chaque ennemi, la sprite de chaque ennemi, etc. Ici, je mets 0, puisque notre temps commence à 0. Je ne vais pas me faire une variable en plus ici et mettre le nom de variable dedans. Là, on sait que ça commence à 0, il n'y a aucune raison de le changer. Quoi qu'on pourrait le changer si on veut décaler certains tirs d'ennemis. Ça pourrait être rigolo. On verra peut-être à la fin du tuto, peut-être que je vous ferai ça en bonus. Mais toujours est-il que pour l'instant, on se fait le timer, le temps à 0, le temps de chaque ennemi à 0. Ok. Maintenant, on va aller sur la gestion de notre tir. Donc, pour tirer, eh ben, ça va être relativement simple. Ici, donc, on a notre fonction updateShoot qui ne gère que le tir du joueur. Je la nettoie un petit peu parce que j'ai 2 if imbriqués, donc il faut vraiment que j'aille après le deuxième end. Pour l'instant, on va se mettre un petit commentaire aussi. Tac, tac. Tir du joueur, sans majuscule, n'oubliez pas. Et après le deuxième end, on va aller hop à la ligne. Tir des ennemis. Hop. Et en fait, on va faire la même chose. Sauf qu'on va le faire sur chaque ennemi. Et pour aller sur chaque ennemi, on se fait une petite boucle for e in all. Et là, vous commencez à la connaître aussi, avec les ennemis et avec les tirs. Donc pour E dans tous les ennemis, alors du coup sans virgule, d'où on va 2 fois à la ligne, on met tout de suite notre end, je vous le rappelle, ne l'oubliez pas. Le Pico8 saura vous le dire, mais c'est toujours chiant de chercher un truc qu'on n'a pas besoin de chercher au final. Et donc pour chaque ennemi qu'on va appeler E, donc à chaque boucle, on va prendre un nouvel ennemi dans la table, eh bien on va vérifier que son temps, donc E.T. Alors d'ailleurs, avant E.T, pardon, enfin avant la condition, on va faire E.T plus égale 1, puisqu'on rajoute 1, exactement comme ici. En gros, on va quasiment copier-coller ça, sauf qu'on va pas utiliser le bouton, et puis les variables ont des noms différents. Mais globalement, c'est exactement la même boucle. Et ensuite, on va tester que notre temps de chaque ennemi est est supérieur ou égal, pardon, à 30 divisé par CD ennemi, donc la cadence des ennemis. Et alors, eh ben, on va tout simplement remettre le temps de l'ennemi à 0. Et on va tirer. Et donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, si on lance le jeu, eh ben là, il se passe un truc. Il se passe que mon personnage tire tout seul. Tout simplement, puisqu'on utilise la fonction tirer. Alors, le reste fonctionne, hein, je peux toujours me décaler. Je peux aussi rajouter mes propres tirs. Donc là, j'ai une cadence qui est plus élevée que celle que je devrais avoir. Mais si j'arrête de tirer, en fait, j'ai toutes les secondes un tir qui part. Pourquoi? Tout simplement puisque chaque ennemi appelle la fonction tirer, mais la fonction tirer, en fait, son problème, c'est qu'elle crée un shoot, un objet tir, donc avec le sprite, les mouvements, etc. Mais elle me crée ça, eh bien, à l'emplacement du joueur. Donc, ça pose un petit problème. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Soit, comme tout à l'heure, on prend cette fonction tirer, on la copie, qu'on appelle tirer ennemi, et là, au lieu de mettre tirer, on met tirer ennemi, on change on change les apparitions, enfin, l'emplacement de l'apparition de chaque ennemi, etc., etc. Comme tout à l'heure, ça entraîne beaucoup plus de complications lors de la maintenance du code, lors de l'évolution du code, et puis ça posera plein d'autres problèmes, que ça va être trop chiant, alors qu'on pourrait tout simplement utiliser un système d'hérédité. Alors on n'est pas vraiment en objet non plus, mais globalement, ce qu'on va dire, c'est tout simplement chaque tir, chaque objet tir, donc chaque sprite tir, va avoir un parent. C'est-à-dire soit le joueur, soit un ennemi. Et grâce à cette connaissance-là, on va connaître du coup, grâce au jeu, on va connaître l'emplacement de chaque parent, donc soit chaque ennemi ou le joueur, et du coup, on va pouvoir faire apparaître notre tir à cet endroit-là. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on aille modifier un petit peu pas mal de petites choses.
première chose qu'on va modifier, c'est qu'ici, on va se mettre dans la fonction tirer, on va rajouter un paramètre. Donc, entre les parenthèses, on va rajouter parent. OK. Ensuite, dans notre fonction add shoot, donc on crée le tir, on va plus mettre px, mais parent.x, non plus py, mais parent.y. Alors là, du coup, c'est un peu long, on pourrait peut-être trouver un nom un peu plus parlant. Mettez pas p, puisque c'est notre joueur. Donc moi, je vais mettre parent.w. Hop. Non, d'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé, pardon, pas parent.w. My bad là-dessus, voilà. Il est ici, c'est parent.swidth. Ah, on commence à avoir des noms un peu longs. On va peut-être réfléchir à tout ça, je vous laisserai faire vous-même pour que vous y retrouviez. Et ensuite, dans la hauteur, le height, on met parent.s8, plutôt que simplement s8. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, si je lance, dès que j'essaie de tirer, ça plante. Dès que j'essaie de faire un truc, ça plante à un moment. Tout simplement, puisque déjà, j'appelle la fonction, enfin ma fonction est définie avec un paramètre, sauf que quand je l'appelle, je lui donne pas de paramètre. Donc, première chose, on va aller dans les ennemis, et dans lorsqu'on appelle notre fonction tirer, on va rajouter E. E, c'est l'ennemi actuel, c'est l'ennemi sur lequel on est en train de travailler. Ensuite, je vais retourner dans mon tir du joueur, et là, je vais mettre P pour player. Ou vous pouvez mettre player si c'est peut-être plus parlant pour vous. Il faudra juste suivre après. Ok, on va y aller, et on a toujours encore ce problème en testant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a toujours cette erreur? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de debug, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe, essayer de comprendre le message d'erreur pour vous aider après à fouiller vous-même lorsque vous avez des petits bugs. Donc ici, on a une erreur à la ligne 4 de l'onglet 4, c'est notre onglet qui check les collisions, c'est notre fonction qui vérifie les collisions. Et du coup, attempt to perform arithmetic on field W, a nil value. Ça veut dire qu'il essaye de faire une comparaison arithmétique sur le champ, donc sur la variable qui s'appelle W, et qui est une valeur nulle. Donc nul, c'est pas 0. 0, c'est une valeur. Nul, c'est qu'il n'y a rien dedans. Tout simplement. Ou c'est qu'elle n'existe pas. Ce qui veut dire que, probablement, que ma variable W, à la ligne 4 de l'onglet 4, cette valeur W n'existe pas. Donc, quand on fait échappe, il nous renvoie ici. On est bien ligne 4, tac, et là, du coup, il ne trouve pas W sur nos objets de collision. Enfin, qui sont testés en collision. Il ne trouve pas donc la largeur. On va revenir sur nos différents objets qui vont être testés en collision. Et si je regarde sur mon draw player, le problème c'est que ma variable x et ma variable y de mon joueur s'appellent pas x et y, mais s'appellent px et py. Puisque je les avais appelés player x et player y. Sauf que si je fais simplement que renommer x, y ici, ça va pas changer grand chose. Alors, vous allez me dire, on n'est pas sur W. On va faire dans l'ordre. Puisqu'on aura le même problème avec px, py, ne vous inquiétez pas. Donc, plutôt que de rentrer ces valeurs-là telles quelles, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un pseudo-objet player, donc que je vais appeler player, allez. Soyons fous, n'économisons plus les tokens. Hop, je vais appeler. Et donc, voilà, j'ai un souci avec mon clavier, bref, je ne peux plus taper ces symboles dans Pico 8, donc je ne sais pas pourquoi. Tant pis, on va se débrouiller sans, ne vous inquiétez pas, l'univers ne veut pas que je termine cette série, mais on va y arriver. On va forcer, on va push. Donc, j'ai créé un pseudo-objet player, en fait c'est un tableau, tout simplement, exactement comme les ennemis. C'est exactement la même chose.
on a ici notre tableau ennemi, sauf que le player, c'est un tableau où il n'y aura qu'un seul joueur dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, enlever le P devant speed, on sélectionne tout ça, je le copie, enfin je coupe même, et je viens coller tout ça à l'intérieur, hop, voilà. Maintenant, là c'est pareil, ça va planter si je lance. Il me dit déjà que que c'est pas fermé. Ah oui, c'est pas fermé parce qu'il faut que je mette une virgule, my bad là-dessus. Hop, voilà. Voilà. Là, du coup, mon joueur, il comprend plus rien. J'ai plus de PX et j'ai plus rien. Mon joueur est à 0,0. C'est normal. Donc, ce qu'on va devoir modifier, c'est tout simplement nos valeurs PX et PY. En fait, il faut qu'on les renomme en player.x. Alors, avec 2 P, un seul P, ça suffit. Je vais y arriver. Je bug plus que mon clavier, c'est vous dire. Et donc, player.x pour ici, pour les déplacements. Donc, on est vraiment juste en train de renommer des variables. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Et là, ici, pareil, on va faire player.x et player.y. Tac. Regarde, on teste. J'ai toujours, du coup, mes erreurs avec le W. Mais c'est pas grave. Le joueur, déjà, on a réussi à le remettre en route sans problème. Le seul truc qu'on a oublié, c'est qu'effectivement, c'est pas pspeed, mais player.speed, toujours avec un seul P, bien sûr. Hop, player.speed. C'est pour ça qu'il ne se déplaçait pas avant de bugger. Voilà, on a tout récupéré. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste dit, ok, notre joueur et nos ennemis, ce sont des objets qui se ressemblent, et ils auront tous une valeur X, une valeur Y, une valeur W, une valeur H. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant pour notre joueur. Donc on va venir lui rajouter ça. On va aller après le Y, on va faire W égale 8, H égale 8, et on n'oublie pas la deuxième virgule. Maintenant, on va relancer, on regarde, et ça merde toujours. Pourquoi? Puisqu'on va avoir la même chose à faire, en fait, au niveau de notre de nos ennemis. Et en fait, d'ennemis, ce n'est pas sur les ennemis, puisque nos ennemis ont déjà X, Y, W et H, mais ce sont au niveau des tirs. Les tirs, tout à l'heure, je vous avais fait faire une boulette. Tout à l'heure, on avait ça. Je vous avais fait taper parent.swidth. Sauf qu'on n'a pas de swidth dans le joueur ni dans les ennemis. Donc pour W, vous laissez swidth. Pour H, vous laissez s8. Et par contre, pour Y, donc on enlève bien les parents points. Pour X et pour Y, on met bien parent.x.y. Donc, ce qui va se passer, c'est quand on va tirer avec le joueur, d'ailleurs, c'est plus P, mais c'est player, notre joueur, parce que je vous le rappelle, on a créé un objet player ici. Donc, lorsque le joueur va tirer, bon, on va voir un petit peu la chose classique. On va apparaître au niveau de X et du Y du joueur. Et lorsque ce sont les ennemis qui vont tirer, eh bien, on va apparaître au niveau du X et du Y des ennemis. On va tester ça. Donc là, je ne touche à rien. Et mes ennemis ont bien tiré la première ligne, a bien tiré la deuxième aussi. Le problème, c'est que la première ligne a tué la deuxième ligne. Si j'essaye mon joueur, ça fonctionne toujours. Et on voit du coup deux cadences différentes. Entre les ennemis qui ont leur cadence 1 tir par seconde et moi qui dois être à 3 ou 5, je sais plus, tirs par seconde. Ok, bon, ça fonctionne. Sauf qu'on est loin d'avoir terminé. Maintenant, il va falloir qu'on passe au fait d'empêcher... Enfin, d'ailleurs, on a deux choses à faire. Nos ennemis tirent vers le haut, déjà. Et ensuite, eh bien, il faut que nos ennemis ne détruisent pas leurs alliés, nous détruisent nous. Donc, il va falloir qu'on fasse ces deux choses-là. Et on va voir ça tout de suite. Et donc, on va attaquer ces deux petites notions qui nous manquent. La première, c'est qu'on va éviter bien sûr que les ennemis s'autodétruisent et se tuent entre eux.
Et dans le même temps, en fait, on va inverser la direction de nos tirs d'ennemis afin qu'ils aillent vers le bas plutôt que vers le haut. Donc première chose à faire, en fait, on va réutiliser notre concept de parent et on va simplement tester si le parent d'un projectile est le joueur. Alors on va tirer vers le haut et on détecte les collisions avec les ennemis. Et si le parent d'un tir est un ennemi, alors on tire vers le bas et on détecte les collisions simplement avec le joueur. Tout ça, ça part de cette notion de parentalité, d'hérédité même. Alors, hérédité, oui, non, c'est pas de la vraie hérédité objet, mais plutôt de parentalité, voilà. Donc pour faire ça, on va retourner dans notre fonction tirer, et tout à la fin de notre ligne add, donc à la création de notre tir, eh bien on va rajouter une petite virgule et une variable qu'on va appeler P pour parent, c'est plus player, attention. Et on va faire égal, et là du coup on va lui rentrer le paramètre parent. Je le rappelle, P ça sera le parent de chaque tir, et le nom, le mot-clé parent ici, c'est vraiment le mot-clé qu'on a ici, c'est le paramètre qu'on passe dans la fonction. Je me permets de le rappeler parce que on parle de parents un peu partout, mais donc c'est bien ce truc-là, hein. Le parent qu'on écrit à la fin, ici, c'est bien le paramètre qu'on rentre, donc soit le player, soit un ennemi, donc E. Une fois qu'on a fait ça, je vais avoir besoin de mes notes, hein, vraiment beaucoup. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire nos petits tests de tir, pour notamment la direction. Pour faire ces tests de tir et notamment de direction, pour choisir la direction des tirs, on va retourner dans notre fonction update tir. On a notre petite boucle qui lie tous les objets shoot qui sont contenus dans la table shoot, donc tous les objets de tir qui sont contenus dans la table shoot. Ici, on aura une petite modif qu'on fera à la fin. Ouais, on la fera, de toute façon, on va le voir. Je n'oublierai pas de la faire. En fait, c'est tout simplement qu'il faut qu'on prévoie que tous les tirs... Oh non, vous allez le faire. Vous allez le faire. Tous les tirs qui vont, qui vont aller vers le bas, il faudra les faire disparaître quand ils seront en dehors de l'écran, par en bas. Là, on l'a fait par en haut. Vous faites en sorte qu'ils disparaissent même quand ils sont sous l'écran, en bas de l'écran. Je vous laisse le faire, tiens. Allez, exo. Donc, nous, maintenant, ici, on teste si nos tirs sont en dehors de l'écran, on les supprime. Sinon, eh bien, on fait nos différents petits tests. Alors, tiens, je me suis gouré d'indentation, peut-être? Voilà, ouais, pas grand-chose. Donc, on fait monter notre tir, et c'est là, en fait, où ça va se jouer. C'est là où on va faire quelques petites modifs. Et ensuite, on teste les collisions avec les ennemis. Donc, après le else, on va se rajouter une autre condition. Et là, du coup, ça va être tout simplement tester si le parent du shoot, donc de notre objet S, puisqu'on est en train de parcourir le tableau, la liste des shoots, la liste des tirs. Et donc, si le parent du tir actuel est doublement égal à player, je vous le rappelle, encore une fois, on fait beaucoup d'allers-retours, mais il faut bien réussir à piger le truc. Player, c'est l'objet joueur qu'on a créé juste au début de la vidéo, qu'on a modifié au début de la vidéo. Donc si le parent du tir, c'est le joueur, alors, eh bien, on va prendre tout ce bloc, donc s.y moins égal speed. Hop, on va prendre la boucle for aussi, parce qu'on va tester les collisions en même temps. Et on va faire un petit tabulation. On va aller à la fin du deuxième end. Alors là, il va falloir compter un petit peu. Donc le if, il est ici, il se termine là, avec le end. Ensuite, on a un for qui se termine juste là. Ok, ensuite on a un if. Ce if là, c'est celui que je viens de taper, donc je ne l'ai pas encore fermé. Vous voyez le piège de ne pas les fermer directement. Ce qui me fait des end en cascade. Donc là, normalement, si vous comptez, le end ici termine le if, le end termine le for, le end termine le if, le end termine le else et le if, le end termine le for, et le end termine la fonction. C'est là que ça peut être intéressant des fois de faire plein de sous-fonctions. Je ne vais pas forcément le faire ici, mais là on pourrait très bien se mettre une autre fonction, quoique on pourrait peut-être le faire pour que ça soit un peu plus lisible. On le fera peut-être à la fin de la vidéo.
pour que ça soit un peu plus lisible, parce qu'effectivement, je me rends compte en enregistrant que ça devient un peu rock'n'roll. Ok, donc normalement, si je fais ça, ok, mon jeu, donc on voit déjà que j'ai des tirs qui sont apparus, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir dans le debug en haut, mon chiffre qui apparaît toutes les secondes, qui augmente toutes les secondes. Alors là, je triche puisque je tire. Là, du coup, ça augmente moins vite, et normalement. Hop, on va essayer de se garder juste, hop, un ennemi, et on a du coup le tir qui augmente une seule fois par seconde, puisqu'il n'y a que le dernier ennemi en haut à gauche qui crée un tir. Et là, normalement, hop, et bad, tac, et là, voilà, ça n'augmente plus tout seul, puisque mes ennemis n'existent plus, donc ils peuvent plus créer de tirs. Cependant, tous les tirs des ennemis sont tous stackés, alors déjà, on voit qu'ils sont aux bonnes positions, donc ça, c'est plutôt cool, on est sûr, tout à l'heure, on voyait pas trop avec les petites erreurs, et puis le fait qu'ils s'autodétruisent. Là, l'avantage, c'est qu'on voit au moins qu'ils apparaissent au bon endroit, mais ils sont stackés, et du coup, c'est pas forcément hyper intéressant, et puis ils ne bougent pas non plus. Donc, on va revenir à notre code, et donc ici, on teste si le parent, c'est le joueur, alors on fait tout ça. Et donc, juste avant le... alors, attendez, que je me trompe pas, tac, tac, voilà. On a le deuxième end ici. On va se mettre... On va aller à la ligne, on va faire un petit else, hop. Ce qui veut dire que si le parent n'est pas un joueur, donc pour l'instant, par défaut, ça veut dire que si le parent est un ennemi, alors, première chose, on va faire s.y moins... non, plus égal, pardon, hop, plus égal. Alors, c'est le rush des chats, bien entendu, plus égal speed. Ok, on peut tester ça. Yes. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, nos ennemis tirent, et les tirs vont vers le bas. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va simplement tester les collisions avec le joueur. Et pour faire ça, on va se faire un petit if collide hop, entre S, donc le tir actuel, et player. Donc on va envoyer juste l'objet player. Vous voyez que c'était important qu'on modifie ce truc-là au début. Eh bien, si on a une collision entre la S et le player, pardon, alors on supprime de la table shoots l'objet S. Pour l'instant, on ne fait que ça. On va pas gérer la vie dans cette vidéo. Vous avez vu que c'est déjà tant qu'assez touffu. On va simplement supprimer, tout simplement, le tir. Donc là, si on regarde, quand ça touche mon joueur, j'ai bien mes deux tirs, vous le voyez. On va se mettre tout à droite, comme ça vous avez le même truc à focaliser. Vous voyez que les objets tir disparaissent. Facile. Donc, eh ben écoutez, on a réussi à faire tout ça en même temps. Alors, vous allez faire une petite pause. On va se donner la petite solution après. La petite pause, premier objectif, c'est faire disparaître, puisque vous voyez, hop, mes tirs ne disparaissent plus. Vous savez, j'ai mon chiffre en haut à gauche qui me sert à compter le nombre d'objets tirs que j'ai dans le tableau. Et les tirs ne sont plus détruits. Alors, ceux qui vont vers le haut, oui, mais ceux qui vont vers le bas ne sont pas détruits. Donc, ils sont en train de continuer à tourner. Et au fur et à mesure, ça va augmenter, ça va faire ralentir tout simplement l'exécution du jeu. Ça va faire ramer le jeu, et c'est pas ce qu'on veut. Donc il va falloir les faire disparaître quand ils sont en bas de l'écran, quand ils sont en dehors de l'écran par le bas. Et la deuxième chose que je vais vous donner en devoir à faire, ça va être de modifier tout ça, hop, pour en faire des fonctions. Deux petites fonctions, une fonction pour le joueur, une fonction pour les ennemis. Tout simplement, histoire de rendre le truc un petit peu plus clair. Donc vraiment primordial, le fait de supprimer les tirs quand ils sont hors de l'écran par le bas, vraiment faites-le. Après les fonctions, c'est un peu à vous de voir, ce sera sûrement plus simple par la suite. Donc faites une pause dans la vidéo, faites-le, vous n'avez pas pour longtemps, vous devriez connaître, voir comment ça fonctionne. Et on se retrouve juste après pour la résolution de l'exo. Et donc, résolution de ce double exercice, et vous en aurez un autre à faire, mais pour la vidéo prochaine. Résolution de cet exercice, comment on supprime les objets de tir qui sont en dehors de l'écran par le bas? Et bien tout simplement, dans notre test ici, savoir s'ils sont en dehors de l'écran, au-dessus de l'écran, on rajoute tout simplement hors, donc c'est pour dire où, ou bien.
et on teste la position en Y. Si c'est supérieur à 130, ça veut dire qu'on est sous l'écran, tout simplement. Donc c'est exactement la même chose, on a juste cette condition qu'on a modifiée, on a rajouté un petit peu de texte. Donc vraiment rien de bien compliqué. On pourrait imaginer avec des tirs qui partent en diagonale de rajouter la même chose en testant sur S.X et S. Enfin sur S.X, pardon, à gauche et à droite de l'écran. Mais nous, pour l'instant, c'est pas le cas. Nos tirs partent à la verticale. Ensuite, je vous avais demandé de transformer les deux gros blocs ici en fonctions. Pour les fonctions, moi j'ai mis ce nom de fonction qui est un petit peu long, j'avoue, mais je pense qu'il est assez parlant pour pas avoir besoin de mettre de commentaires du coup. Ça peut être intéressant. Je vous conseille de mettre les mêmes noms que moi. Voilà, si vous avez réussi l'exercice, de changer les noms que vous avez pour mettre les mêmes que moi, comme ça on s'y retrouvera, tout le monde s'y retrouvera plus facilement dans la suite des tutos. Donc moi j'avais update underscore player underscore shoot et update underscore enemy underscore shoot. Facile. Par contre, il ne faut surtout pas oublier de passer en paramètre le S. Donc le S qui est, je le rappelle, pour la 10 milliardième de fois, mais je ne vais pas arrêter puisque c'est vraiment un truc important à comprendre. Le S qui est le tir actuel, le tir qu'on a extrait du tableau pour pouvoir travailler dessus. Le tir actuel qu'on vient d'extraire du tableau. Donc si on ne le passe pas en paramètre, il se passera globalement rien. Et donc ces fonctions, je vais aller vous faire voir à quoi elles ressemblent tout en bas. Je suis un petit bloc ici, update particulier. Donc mon player shoot, c'est simplement copier-coller de tout ça pour le joueur. Et copier-coller de tout ça pour les ennemis. Voilà, rien de bien sorcier. L'intérêt, c'est qu'on allège un petit peu notre code ici, puisqu'on commençait à avoir vraiment beaucoup de lignes. Et Pico 8, l'interface pour coder, elle est cool parce qu'il y a de la colorisation syntaxique, etc. Mais on est quand même loin d'un logiciel, d'un IDE plus avancé. Donc c'est compliqué de s'y retrouver dès qu'on commence à avoir beaucoup de lignes de code. Voilà, je vous relance le petit jeu, voir d'où on en est. Donc comme je vous ai dit, on n'a pas géré... Alors, on va tirer un petit peu. Donc là, bien sûr, on voit que nos tirs disparaissent au fur et à mesure. Alors en réalité, ils disparaissent pas tous, puisqu'ils ont un rythme un peu régulier. Si on change la cadence de tir, hop, non, on l'a pas fait ça. On n'a pas fait la cadence, donc c'est dans les ennemis. Hop, CB ennemi, un tir toutes les secondes, on va mettre... peu importe, 5 tirs toutes les secondes, ça va être un peu vénère. Voilà, on voit que mon chiffre finalement n'augmente jamais. Mon nombre de tirs reste capé, puisque à chaque fois, en fait, ils disparaissent au fur et à mesure qu'ils sont, que les nouveaux sont créés. Donc, tout ça, ça fonctionne. Maintenant, petit exercice, on va revenir sur tir, et je pense, je vais vous relancer le jeu, et je pense que vous allez voir rapidement le problème. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est tout simplement que notre sprite de tir, c'est le même que celui qu'on utilise pour le joueur. Ok, bon, eh ben, exercice, changez le sprite des ennemis, le sprite de tir des ennemis, pour que ça soit plus le même. Donc vous changez la couleur, vous changez la forme, vous changez ce que vous voulez. Même chose pour les sons, vous voyez que moi je touche plus du tout au son, je vous en ai déjà parlé, c'est pas pour moi. Donc voilà, donc votre objectif avant la prochaine vidéo, il y aura, on fera juste une petite correction ultra rapide, mais vraiment très très rapide. Changer le sprite des tirs ennemis. Donc nous ici, on a le sprite numéro 3, et vous sur le 4, vous allez faire les tirs de vos ennemis. Ça peut être une seule boulette, ça peut être peu importe. Et ensuite, eh bien, deuxième chose, toujours sur le tir des ennemis, il va falloir les décaler, puisque nous, quand on tire avec notre joueur, je vais me mettre tout à droite pour vous faire voir, on tire bien au bout des canons. Le problème, c'est que là, sur les ennemis, on tire pas du tout au bout des canons, on tire au-dessus des ennemis. C'est un peu bizarre, donc il va falloir décaler tout ça. Petit spoiler, hein, on a un élément qui s'appelle parent. Voilà, on a des conditions sur le parent qui peuvent être utilisées avec s.p, par exemple, au hasard. Ça vaudrait peut-être le coup, pourquoi pas, par exemple, au hasard, de se rajouter dans la création de nos tirs, de nos shoots, de se rajouter une variable de sprite.
pour pouvoir changer de sprite quand c'est le joueur ou quand c'est l'ennemi. Au hasard, complètement. Même chose, ici, le Y, on peut peut-être l'apparition de nos lasers, on monte à -8, puisqu'on voit un décalage par rapport aux joueurs. Peut-être faire des tests, et puis se dire que finalement, eh ben, on va peut-être pas utiliser ça. On va peut-être utiliser, plutôt que d'utiliser un -8 en dur, on va peut-être utiliser une valeur liée à un test sur le parent, etc. Globalement, tout va se jouer avec les parents. Donc, je vous laisse faire tout ça pour la prochaine vidéo. Avant de le faire, on fera une petite correction très rapide, mais on rentrera pas dans le détail. Tout ce dont vous avez besoin pour le faire, c'est déjà là. Donc, vraiment, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous ferai voir la correction. Mais dans la prochaine vidéo, on passera à autre chose. On se fera très rapidement la gestion des points de vie du joueur et l'écran de Game Over. Écran de Game Over, de toute façon, écran de Game Over et écran de victoire, on fera les deux, je pense, en même temps. Puisque ce sera la même chose, les écrans, en plus, on a déjà vu ça avec l'écran de menu. Donc, globalement, ça sera un peu de redite, mais surtout la gestion du score, voilà, dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, désolé pour la longue attente, désolé aussi pour le fait qu'après cette longue attente, ça soit un épisode un peu ardu, avec de la modification de code, de nouvelles notions. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous voulez voir d'autres vidéos. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y aura sûrement d'autres séries sur d'autres moteurs. C'est vrai que j'ai fait des sondages et GDevelop ressort même plutôt pas mal, puisqu'il ressort en tête. Unreal, moi j'ai aussi envie de refaire un petit peu d'Unreal. Alors oui, je sais, j'avais dit que j'en referais plus, mais voilà, peut-être que si. Toujours est-il que je finirai de toute façon cette série sur Pico 8, ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être des séries en parallèle, mais globalement, on reste quand même sur Pico 8, parce que je trouve ça toujours aussi fun à coder. Voilà, n'hésitez pas à sauvegarder bien sûr votre projet, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, à la prochaine, salut!